Dans la deuxième partie, nous continuons de parler de mots. Le mot dit significatif est le support d'une valeur lexicale nominative et de plusieurs valeurs grammaticales non nominatives qui l'accompagnent. Son contenu global peut inclure, en plus, un certain nombre de valeurs connotatives, stylistiques, expressives, émotives. Celle-ci constitue le côté affectif du mot. La valeur lexicale, dont le siège est le radical du mot, reflète de façon directe la notion du fait correspondant. Les valeurs grammaticales qui s'expriment au moyen des affixes, soudés au radical, ou au moyen des mots utiles, revêtent un caractère accessoire, non notionnel. Un élément grammatical peut avoir une seule signification. C'est souvent le cas des suffixes, mais il peut en avoir plusieurs, comme par exemple les flexions. Ici, deux cas sont à distinguer. Premier, l'élément grammatical réunit dans sa forme des valeurs toutes différentes qui forment néanmoins un ensemble inséparable et sont reproduites toujours simultanément. Telle est par exemple l'expression simultanée de temps, de personne, de nombre par les flexions verbales. Vous parlez, nous parlions, ils parleront, etc. Deuxième, les réseaux de valeurs de notre type se développent d'une valeur primitive par filiation. Ici, les groupes de significations apparentées, qui se réalisent toujours séparément, se réunissent autour d'une signification centrale dont elles sont les variantes. Cette signification centrale n'est pas nécessairement la signification originelle de la forme donnée. Elle est très abstraite et n'existe pratiquement que dans ses variantes concrètes où elle représente ce que celles-ci ont de commun. Dans un contexte, cette valeur se modifie, s'enrichissant de toutes sortes de nuances accessoires. Soit le passé simple en français moderne. La signification centrale de cette forme revient à l'expression d'une action point dans le passé, c'est-à-dire d'une action qui est limitée dans sa durée. Dans le contexte, cependant, elle acquiert de nouvelles acceptions. Elle peut exprimer une action rapide, momentanée, dont le commencement et la fin se suivent immédiatement. Il entra. Elle marque souvent le moment initial ou le moment final d'une action. Il chanta, il écrivit. Elle peut désigner enfin une action qui dure, mais dont le commencement et la fin sont déterminés. Il marcha pendant une heure. Dans tous les cas examinés, on relève sans peine la signification centrale du passé simple, commune aux emplois variés de cette forme, ce qui revient en définitive à l'expression d'une limite qui s'impose à un fait passé. Le développement des significations d'une forme grammaticale aboutit parfois à la formation d'un sens tout nouveau qui dévie tellement de la signification principale que l'on le trouve en présence des homonymes grammaticaux. Ceci est advenu à la forme pronominale du verbe au cours de son évolution, si bien que sa valeur grammaticale s'est dédoublée. De nos jours, la forme pronominale marque une action réfléchie et en même temps, elle sert à désigner le caractère intransitif du verbe. Se laver, par exemple, et s'étonner. Il arrive que telle ou telle signification secondaire tende à supplanter la signification primitive. Cette dernière ne disparaît pas tout d'un coup, mais continue à vivre et parfois assez longtemps, faible, cependant et sans avenir. Elle ne peut constituer une catégorie à part et fait partie de l'ensemble de significations
propre à la forme correspondante. Soit le passé composé, en français contemporain, qui marque une action passée ayant eu lieu avant le moment présent. Cependant, le passé composé conserve les restes de sa valeur résultative qui lui avait été propre en ancien français. Les exemples de ce type ne sont pas très fréquents. Par exemple, celui-ci, quand il a bu, c'est-à-dire quand il est ivre, il me fait peur. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, je suis déjà parti, c'est-à-dire je ne suis plus là. La valeur globale du mot notionnel renferme tous les éléments nécessaires à son fonctionnement, tant dans le système linguistique que dans le discours. Cela explique en partie la rapidité avec laquelle nous formons nos phrases. Nous n'avons pas besoin de rassembler et d'arranger chaque fois à nouveau, par un acte conscient de la pensée, les éléments sémantiques en question. En formant une phrase, nous reproduisons le mot dans son entier, tel que notre mémoire le conserve. L'intégrité intérieure et l'autonomie relative rendent le mot facile à manier. On le détache sans peine des autres mots. On le déplace et on l'extrait de la phrase. Ce caractère intégré et cette indépendance relative se manifestent le plus nettement dans le mot synthétique qui accumule le maximum de valeur. Dans le système linguistique virtuel, le mot synthétique se multiplie en constituant des systèmes de formes appelés paradigmes. Ces formes, qui ont le même radical, mais les affixes différents, reflètent tous les emplois possibles du mot dans les actes concrets de la parole. À l'intérieur d'un paradigme, le mot apparaît donc sous divers angles, sans perdre pour autant son identité. Les paradigmes, si compliqués qu'ils puissent être, se composent de variantes d'une seule unité linguistique. Par exemple, en français, le système des formes verbales comporte plusieurs paradigmes, dont les paradigmes de la conjugaison, différents pour chaque temps. Dans la proposition, par contre, les mots forment des chaînes linéaires où chaque emploi du mot correspond à un seul élément du système de ce paradigme. Les mots apparaissent ici dans des rapports syntagmatiques. Je viens vous demander, ma sœur venait souvent me voir, etc. À côté des mots notionnels, c'est-à-dire nominatifs, dits significatifs, il existe une espèce très particulière de vocable à part qui se caractérise par une valeur non conceptuelle, expressive ou émotive. Ce sont les interjections, les onomatopées, les formules de politesse telles que bonjour, salut, etc. La fonction de ces mots est purement communicative. Ils ne prennent point part à la formation de la pensée au niveau des concepts et s'emploient souvent seuls en qualité de mots-phrases. Ces mots ne contiennent qu'une seule valeur et se distinguent par leur caractère invariable. Ils ne peuvent pas non plus se combiner avec les mots-outils qui développent habituellement le contenu de mots notionnels. Mot-outil et forme analytique du mot. Une troisième espèce des mots est représentée par les mots-outils, privés eux aussi de valeurs nominatives et notionnelles. Le rôle des mots-outils est d'accompagner les mots nominatifs en marquant toutes sortes de rapports qui caractérisent l'effet que ces mots expriment. La fonction des mots-outils n'est donc semblable à celle des affixes, à cette différence près que les mots-outils sont des vocables à part. Cette dernière particularité les réunit avec les mots à valeur pleine, malgré une profonde différence qui existe entre eux, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan sémantique. Car les mots-outils sont incapables de nommer et ne reflètent l'effet du monde sensible que combinés avec les mots notionnels. Leur valeur
comme celles des affixes, sont purement grammaticales. La définition du mot notionnel synthétique sur le plan grammatical ne présente pas de grandes difficultés, sa structure morphologique bien distincte lui assurant une intégrité intérieure parfaite, le maximum d'autonomie et le caractère paradigmatique bien né. L'existence des mots-outils à côté des mots notionnels complique le problème et rend difficile la définition du mot en général. Dans les langues comme le français, les mots à valeur pleine n'acquièrent une forme qu'en se combinant avec les mots-outils. Ces formes revêtent un caractère analytique et s'organisent en paradigme, tout comme les formes synthétiques. Et nous avons ici, voilà, vous voyez des exemples. Je suis venu, tu es venu, il est venu, etc. J'étais venu, tu étais venu, il était venu. Le livre, les livres, du livre, des livres, au livre au pluriel, un livre, des livres, etc. On voit dans ces paradigmes, ce sont les mots-outils qui varient, le mot notionnel demeurant invariable. Tout en variant, les mots-outils restent identiques à eux-mêmes. Ils le sont également en se combinant avec différents mots nominatifs. On souligne souvent l'intégrité intérieure, sémantique, structurelle et phonétique de ces combinaisons, intégrité qui se manifeste parfois dans leur caractère idiomatique. Ainsi, la valeur des temps composés n'est pas concentrée dans l'auxiliaire, mais s'exprime par son addition au participe passé du verbe nominatif. L'auxiliaire et le participe passé forment une combinaison d'éléments tout originale où la confrontation des deux parties fait jaillir une valeur nouvelle. J'ai, je suis, j'ai lu, je suis parti, etc.